Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On va parler de l'artisanat, on va parler aussi d'une élection qui est prévue du 1er au 14 octobre de cette année, donc 2021, l'élection à la Chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion, voir un petit peu ce que les artisans attendent du renouvellement ou non de la Chambre, voir quelle équipe va arriver en place. On va pas nous parler de ça, on va plus parler d'un métier du bâtiment, voir comment un chef d'entreprise dans ce contexte sanitaire se bat pour ne pas sombrer. C'est un Cosmo Raïdané. Bonsoir Jean-Noël Klein. Bonsoir. Vous allez bien ? Bon, ça va bien. J'allais dire que quand on est dans le bâtiment et dans un contexte sanitaire, il faut être en béton pour pouvoir tenir. Il faut être en béton, surtout aussi, il y a un grand truc qu'on dit toujours et qui se vérifie à chaque fois. On dit toujours que quand le bâtiment va bien, tout va bien. Oui, mais le bâtiment a attrapé le virus ou pas ? Le bâtiment a attrapé le virus, comme toute profession, c'est très difficile depuis 1 an et demi. Qu'est-ce qui explique ? Bon, on va revenir un petit peu au départ. D'abord, quel était l'environnement économique avant le Covid ? Est-ce que le bâtiment était en bonne santé avant le Covid ? Elle n'était peut-être pas au niveau top, mais c'était un niveau économique très intéressant où il y avait encore des investissements. Il y avait encore les banques qui faisaient confiance encore aux entreprises. Mais depuis le Covid, c'est la chute libre. La bonne période pour le bâtiment, ça concordait aussi avec la route des Tamarins. Bien avant, un peu avant. Je vais pas dire que c'est parce que au moment où on a livré, on sait que il y a des entreprises du bâtiment qui ont mis la clé sur la porte. Oui. Et le transport aussi, d'ailleurs. Le transport, la route des Tamarins, c'est sûr, c'était un chantier énorme et colossal qui a apporté une grosse bouffée d'oxygène pour les transporteurs. 1,3 milliard à la fin. 1,3 milliard à la fin, comme vous dites, qui a apporté une grosse bouffée d'oxygène, comme je venais de dire, aux transporteurs. Ça aussi, c'est pareil, quand les transporteurs, quand vous travaillez, quand vous avez du chiffre d'affaires, ça vous amène à investir. Et automatiquement, par effet boule de neige, l'entreprise qui réalise des bénéfices, il va réinvestir. Là, ce réinvestissement-là, ce sera peut-être dans une construction ou d'autres choses. Donc, automatiquement, le bâtiment allait mieux. Après, on sait qu'à partir de 2009, la route des Tamarins est terminée. Donc, là, les entreprises se retrouvent un petit peu, parce qu'en fait, on espérait que, à la période, le défunt Paul Vergès était président de la région. Lui, il avait prévu que, quand la route des Tamarins se termine, on bascule directement sur la route du littoral. Je crois. Je crois. C'était un des projets qu'il avait porté, mais qu'il n'a pas pu, je ne sais pas pour quelle raison ou non. Il y avait la route des Tamarins, il y avait la maison des civilisations, et il y avait aussi le tram-train. Ah, il y avait surtout le tram-train, la route des civilisations, la maison des civilisations. À un moment donné, le projet, je pense que ça a été suffisamment critiqué. Il y a eu tellement de critiques dessus que ça a été un peu abandonné. Et l'élection régionale de 2010 a enterré le projet. Et l'élection du régional 2010 aussi a enterré aussi le marché du tram-train, qui était déjà pratiquement bouclé. Ouais. C'est-à-dire, il y avait des gens au niveau de la mairie de Saint-Denis qui avaient déjà reçu des papiers d'expropriation. Oui. Qui commençaient à trouver des logements ailleurs. Oui, et c'est pareil, cette élection. Entre autres, la rue des Molières. La rue Labourdonnais. Gasparin aussi, je crois. Gasparin aussi, tous ces rues-là, où les gens, ils avaient déjà reçu ils n'avaient pas reçu l'argent. Mais ils avaient reçu le courrier déjà avec un montant d'indemnité pour l'expropriation. Et c'était, j'allais dire, ces chantiers-là devaient amener un certain nombre de travail pour le bâtiment. Et là, déjà, ça ne s'est pas fait. C'est comme tout à l'heure, comme je vous disais tout à l'heure, les gens, ils sont expropriés. Ils reçoivent un montant quand même assez considérant parce qu'on détruit leur maison. Ces gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont construire une nouvelle maison. Oui. Et cette construction-là, ça fait travailler tous les corps de métier. Et là, il n'y aurait pas eu une maison. Je parle
Le cas à Saint-Denis, il n'y aurait pas une, mais des dizaines et des centaines de maisons à reconstruire. Il y en avait également en haut sur la route du littoral. Après, il fallait aller jusqu'à Saint-Paul, en passant par 3 bassins, Saint-Leu. Il y avait quand même quelques chantiers. On voit que il y a eu une évolution dans ce domaine, c'est-à-dire que il y a eu de moins en moins de chantiers à La Réunion. Et à partir de 2010, quand Didier Robert arrive à la région, le chantier de la route du littoral est lancé, mais ça ne procure pas le travail qu'on aurait attendu, qu'aurait voulu le monde économique. C'est vrai que c'est une utilité pour la Réunion, ce chantier, mais c'est pas un chantier où il y aura une retombée économique directement sur l'économie de la Réunion. Vous voyez, ce sont des gros chantiers. Je ne sais pas si vous avez vu les engins qui étaient là pour la construction de cette route. D'accord, c'est pas des Réunionnais, ça retombe pas dans la société réunionnaise. Sauf, je dis pas, il y a certains syndicats qui ont réussi quand même à faire modifier un peu le projet pour avoir une certaine partie comme les transporteurs. Oui, on sait que pour la route littorale, on a fait ceux qui ont fait le projet ont aussi fait une part belle aux transporteurs. Ça, oui, bien sûr. Ça, c'était quelque chose qu'on a vu. Mais aujourd'hui, on voit que il n'y a plus de chantier d'envergure à La Réunion. Et il faut compter sur la construction de logements. Et est-ce que ça apporte du travail suffisamment ? Vous savez, moi j'ai 57 ans aujourd'hui. Ça fait 31 ans que je suis artisan. Et j'ai toujours entendu dire, depuis que je m'intéresse au monde politique, qu'il faut au minimum 10 000 logements par an à La Réunion. Et c'est depuis des décennies qu'on le répète. On en est très loin chaque année. Et tout au plus, c'est 2 000 logements qui sont livrés. 2 000 logements qui sont livrés. Tout au plus, c'est 2 000. Ouais. Mais pourquoi on fait des constats depuis des dizaines d'années. Pourquoi la région, le département, toutes les collectivités, tous ceux qui sont intéressés, ne mettent pas vraiment le paquet sur la table pour construire ces logements? Alors, deux choses. On va distinguer la région du département. Oui, c'est deux compétences différentes. Normalement, voilà, la compétence du département, c'est le social. D'accord ? C'est donc de faire en sorte que soit construit un maximum de logements. Dans sa deuxième mandature, Didier Robert avait fait en sorte que la région participe. Par exemple, au niveau de la viabilisation. Trouver des terrains. Mais est-ce que ça a permis d'accélérer ? Non, je ne pense pas que ça a permis d'accélérer parce que politiquement, je ne pense pas qu'il y a vraiment, personnellement, c'est mon avis personnel, il y a la volonté de vraiment de faire avancer les dossiers. Alors, aujourd'hui, on voit bien que soit les grands chantiers sont pris par les entreprises nationales et les petites entreprises ont quelques miettes dans la sous-traitance. Comment faire aujourd'hui pour que le BTP réunionnais puisse avoir du travail hormis le logement? Ce sera très compliqué. Déjà, on constate, nous, aujourd'hui, dans le bâtiment, où vous avez des entreprises, si je peux citer les noms, comme la SBTPC, comme la GTOI, qui s'intéressent aussi à des petits travaux aujourd'hui. Exactement, c'est ça. D'accord ? Comment nous, en tant que petits artisans, vous savez qu'il y a 80% des artisans qui n'ont pas de trésorerie. Moi, si on me dit qu'il faut payer 60 choses, je ne pourrais pas tenir. D'une part, parce qu'il faut répondre aussi aux appels d'offres. Il faut répondre aux appels d'offres. C'est-à-dire être en règle avec les... Alors, pour répondre aux appels d'offres aujourd'hui, il faut être à jour de tout ce qui est cotisation sociale et fiscale. Avant, c'était encore des dossiers papier. C'est arrivé. Aujourd'hui, tout est passé par la numérisation. Vous devez aller sur un site, déposer votre appel d'offres et déposer à l'heure et en temps. Là, donc, ça veut dire que les petites entreprises qui ne sont pas structurées, qui n'ont pas un service juridique, on peut pas répondre aux appels d'offres. Et les appels d'offres, je me souviens, je sais plus en quelle année, on avait travaillé sur les dossiers pour que les appels, je dirais pas saucissonnés. Oui, on fait des lots. Pour faire des lots sur lesquels les artisans auraient pu répondre. Mais aujourd'hui, prenez n'importe quel appel d'offres. Vous allez voir, par exemple, je prends mon métier. J'ai vu un appel d'offres dernièrement. Il y a électricité, courant froid, électricité, courant faible, sonorisation. Vous mettez tout dans le même paquet.
Alors justement, on permet de ce qu'on appelle les regroupements. Est-ce que aujourd'hui, vous avez le droit de vous réunir à plusieurs pour pouvoir répondre aux appels d'offres? Ah, c'est autorisé dans les appels d'offres. Vous pouvez, c'est bien spécifié que vous pouvez répondre individuellement, vous pouvez répondre en groupement, mais dans le groupement, il faut créer le groupement. Il faut trouver les gens de différents corps de métier. Trouver les gens de différents corps de métier, c'est encore quelque chose de compliqué. De trouver des gens à jour après, qui sont à jour des cotisations, des charges sociales et fiscales, il y en a. Mais c'est pour ça, c'est la plupart du... Mais que ce soit pour répondre à l'appel d'offres, que ce soit pour créer ce groupement, il y a une chose, Jean-Noël Klein, qu'il faut se rendre compte, c'est que quand vous avez du travail, vous n'avez pas le temps de faire ça. Ah non, l'artisan qui a son carnet de commandes qui est plein et qui a quoi que ce soit, non. Il y aura pas un point de vue sur un intérêt général. Il y aura, bon, moi, ça va, j'ai mon carnet de commandes, je suis plein jusqu'à la fin de l'année, j'ai un bon chiffre d'affaires. Non, il ne va pas s'intéresser au groupement. Et c'est lorsque on n'a plus de chantier qu'on pense à changer la donne, à se mettre ensemble, à savoir qu'on peut répondre à un marché de 1 ou 2 millions d'un constructeur social de logement. Sinon, c'est lorsqu'on est au pied du mur qu'on s'oblige. Mais sinon, en temps normal, comment vous allez faire pour avoir quelqu'un qui a des compétences en comptabilité, en gestion, en droit, pour répondre de manière concrète et efficace à un appel d'offres? Vous savez, moi j'ai été aussi élu à la Chambre de métiers de 2010 à 2016. J'ai eu l'occasion auparavant aussi de travailler, ça fait quelques années que je travaille dans le métier de l'artisanat. Et je me souviens, on avait proposé à un moment donné de mettre en place des pépinières d'entreprise. Et dans ces pépinières d'entreprise, il y aurait eu la possibilité de mettre un secrétariat en commun. C'est-à-dire qui pourrait s'occuper, après ça dépend mais 4, 5 ou voire 6 entreprises, secrétariat de 5 ou 6 entreprises. Et là, il y aurait une mutualisation de moyens du secrétariat où les artisans, ils auraient pu faire certains dossiers. C'est un objectif que vous avez? C'est toujours un objectif que j'ai. C'est-à-dire que demain, si vous êtes à la Chambre, c'est de créer ce guichet commun pour pouvoir regrouper des artisans pour répondre à un appel d'offres? Bien sûr. Bien sûr, c'est un objectif et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même en 2021 et on répète assez souvent, si on veut et on essaie de continuer chacun avec son égoïsme dans son coin peut dire qu'on va s'en sortir économiquement, non, c'est terminé. Il faut qu'on se regroupe. Et comment faire, parce que ça c'est un problème, comment faire pour regrouper des artisans? Il faut vraiment qu'ils ne soient pas dans les mêmes activités, sur les mêmes postures, pour pouvoir les mettre ensemble, parce que c'est pas évident non plus à gérer des chefs d'entreprise. Non, gérer des chefs d'entreprise, c'est pas évident. Après, là où il y a de la communication à faire, et il n'y en a pas aujourd'hui, je vois pas que ce soit à travers la Chambre des métiers, il y a une formation à faire, il y a de la communication à faire passer, à regarder, à faire montrer la réalité des choses. Montrer, voilà, si on veut continuer, on doit pouvoir partager ses compétences, on doit mutualiser nos moyens, que ce soit humain ou matériel. Mais ça repose la question, c'est de la solidarité entre chefs d'entreprise à La Réunion. Ça pose la question de savoir la capacité des chefs d'entreprise à trouver une plateforme commune. Et avec l'expérience que vous avez, je pense que on l'a vu sur le projet du tram-train, on a voulu faire un groupement d'entreprises réunionnais pour répondre. Ça n'a pas marché. Ça peut pas, c'est trop, on peut pas. Après, il faut se dire aussi, faut pas se cacher la vérité, il faut faire ce qu'on est capable de faire. Si on me demande de faire un immeuble de 100 étages le matin à l'électricité, je dirais non. C'est pas dans mes compétences. Non. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'arriver à communiquer et à dire qu'il y a un partage à faire. On a un partage de connaissances, un partage de savoir-faire. Si on arrive à réunir les artisans, on pourrait le faire. Ça va être peut-être mal interprété ce que je vais dire, ou peut-être trouver méchant, mais
le contexte sanitaire a, j'allais dire, a apaisé un petit peu les égos, les orgueils, et aujourd'hui, c'est possible de s'entendre? Le contexte sanitaire, il a surtout contribué à mettre de plus en plus en difficulté les entreprises. C'est vrai qu'avec ces nouvelles difficultés, on sent qu'il y a un petit éveil, un réveil de son côté qu'on pourra pas, que ce sera difficile. Mais depuis 30 ans, je connais les artisans et on est égoïste. Et on reste égoïste. C'est le mot, je trouve qu'il est même un peu faible, parce que lorsque on le voit, on est sur un territoire de 2500 km², on a 850 000 habitants, et lorsqu'on est proche du pouvoir politique, c'est plus facile d'être égoïste et de ne penser qu'à soi. Et ça a été le cas une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, et ça a duré ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Et le Covid a changé un petit peu la donne, apparemment. Non, je pense pas. Non? Je pense pas, parce qu'aujourd'hui, il faut pas. Je ne suis pas quelqu'un qui est là pour mâcher mes mots, pour dire quoi que ce soit. Hein. Moi, je dirais chacun essaie de sauver sa poche, d'accord? Et lui, pendant que ce soit les gens, pendant une campagne, ils vont tout faire pour aider, parce que pour ces gens-là être élus, il faut qu'il y ait des gens sur le terrain. Mais ils font pas ça gratuitement. Non. Ils feront bien en échange de quelque chose après. Toujours. Mais la question, on l'a vu dans l'histoire de la politique, lorsqu'on sort les dossiers, lorsqu'on dénonce une affaire, et j'en ai eu l'occasion, on voit toujours c'est un politique qui est corrompu, on voit toujours qu'il y a des dessous de table. On ne peut pas changer la méthode un petit peu, d'arrêter toujours de graisser la patte à des personnes pour que l'artisan ou l'entreprise et le marché. C'est pas possible de faire autrement? Il y a toujours possibilité de faire autrement. Et je suis toujours positif, il y a possibilité. Au lieu, on doit regarder autour de soi. D'accord? Moi, je suis dans le sud. Je suis à Saint-Pierre. J'exerce mon activité dans un rayon de 10, 15, 20. Je reste dans le sud. D'accord. Je viens pas prendre du marché dans le nord. Et pourquoi je dis ça? Parce que à ce jeu-là, ce sont les artisans qui souvent payent les pots cassés. Parce que eux ne peuvent pas payer pour les marchés. Eux, en plus, quand on leur donne, on sous-traite avec eux, c'est leur marge qui n'arrête pas de diminuer. Non, ce qui est dommage, et c'est même pas leur marge, c'est qu'ils n'ont pas de marge, parce que à ce moment-là, quand vous travaillez en sous-traitance, les prix sont imposés, pratiquement imposés. Et si on vous dit, oui, mais voilà, vous faites 100 000 euros, monsieur Klein, là-bas, moi j'ai à 80 000, hein, ou à 50 000. Quand vous voyez sur deux devis différents, vous êtes à 50% de différence, il y a un souci. Et c'est de travailler toujours avec l'image est peut-être violente, mais c'est de travailler avec un couteau sous la gorge, non? C'est pas... Vous savez, aujourd'hui, je dirais que le chef d'entreprise, avec le Covid qui est arrivé, on est en permanence tous les jours entre le marteau et l'enclume. D'accord. On ne sait pas qui c'est qui va taper premier. Et comment vous arrivez à vous en sortir? Très difficilement. Très difficilement. C'est vrai que moi, aujourd'hui, avec une trentaine d'années d'expérience, j'ai réussi un petit peu, si vous voulez, j'ai réduit la dimension de l'entreprise. J'ai été obligé de réduire. Mais encore quelques mois comme ça, je serai comme tout le monde, je freinerai, je vais arrêter. D'accord. Alors, ça va être ma dernière question. Comment la Chambre des métiers, comment Jean-Noël Klein veut utiliser la Chambre des métiers justement pour essayer de donner un peu plus de coudées franches aux artisans? Qu'est-ce que la Chambre de métiers et d'artisanat peut faire pour justement permettre aux artisans de mieux respirer? Pour mieux respirer, c'est déjà, la première chose, ce serait déjà de faire un bilan de ce qu'il y a aujourd'hui. Je dirais un bilan, mais un bilan vraiment exhaustif, un bon audit de ce qu'il y a sur l'économie de la Réunion aujourd'hui. On sait depuis très longtemps, il y a 70 à 80% des entreprises qui ne sont pas à jour de leur cotisation. S'ils ne sont pas à jour, maintenant, cherchons pourquoi ils ne sont pas à jour.
D'accord, cherchons, allons pas après, comme monsieur le préfet ou quiconque dit, il y a des politiques qui proposent aujourd'hui de décaler, de reporter les échéances, mais c'est encore un assassinat, ça. D'accord. Parce que arriver, si on me décale mes charges dans 6 mois, Il faudra les payer quand même. dans 6 mois, il faudra les payer. Ouais. Et d'abord, les carnets de commandes ne sont pas si pleins que ça. Mais il n'y a et pas. il n'y a pas de marge pour pouvoir. Non, là, il faut, je pense que c'est le rôle aussi de la Chambre des métiers, hein, c'est de réunir tous les services compétents, que ce soit la préfecture, la DA, tout ce qui existe, qui s'occupe de l'économie, de tirer, mettre à plat, faire une situation, un bilan aujourd'hui de ce qu'est l'économie française, de ce qu'est les artisans aujourd'hui, et apporter des solutions, mais des vraies solutions, pas des sparadraps. D'accord. En tout cas, on va suivre de nouveau. On va recevoir d'autres artisans, bien sûr, sur ce plateau, voir un peu comment ça se passe. Un dernier mot, Jean-Noël Klein, c'est il y a de bons espoirs pour l'avenir ou tout va dépendre de la Chambre des métiers, je dirais. Alors, il y a de l'espoir pour l'avenir, mais surtout aussi, il ne faut pas oublier que la Chambre des métiers aura un rôle très important dans la période qu'on passe là en ce moment, surtout au sujet de remettre en place, redynamiser le secteur et pour la reprise des activités. On ne sait pas quand est-ce que ça va terminer cette période sanitaire, mais la Chambre des métiers devra être présente et vigilant pour accompagner les artisans. Merci, Jean-Noël Klein. Merci. Comme je l'ai dit, on aura l'occasion d'écouter d'autres artisans et de voir comment on peut aussi dire que cette élection peut être un tremplin pour les chefs d'entreprise, les artisans et je dirais le milieu économique de la Réunion. On va marquer une pause, on se retrouve juste après. La question est simple, c'est quoi le projet Mémorial des Noms? Alors, en avril 2018, donc le président de la République, lors d'une cérémonie qui fêtait les 170 ans de l'abolition de l'esclavage au Panthéon, donc il a annoncé 3 grands projets. Donc le premier qui était la création d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage, ce qu'il fait. Le second, de transformer le Memorial Act en musée, donc c'est ce qui est fait également. Et donc le troisième acte, c'est l'édification d'un mémorial des noms attribués aux esclaves lors de l'abolition de l'esclavage en 1848. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1848, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, donc les esclaves ont été inscrits sur des registres, donc qui s'appellent des registres spéciaux à La Réunion, et on leur a donné un nom de famille, parce qu'auparavant, ils n'avaient qu'un prénom. Et le but, c'est de faire une œuvre artistique qui inscrirait l'ensemble des noms, alors c'est à peu près 200 000 noms, quelque chose de monumental, donc les 200 000 noms attribués aux esclaves au moment de l'abolition. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces noms sont ceux qui sont aujourd'hui portés par les Réunionnais, les Guyanais, les Guadeloupéens, les Martiniquais. Et c'est à la fois donc un monument qui symbolise finalement cette entrée dans la citoyenneté de ces anciens esclaves, et c'est aussi un monument qui symbolise donc le geste républicain d'abolition de l'esclavage. Abolition de l'esclavage qui s'est accompagnée immédiatement de la citoyenneté, ce qui n'a pas été le cas par exemple aux États-Unis, où on a vu se développer la ségrégation. Il a fallu plus d'un siècle de lutte aux Noirs américains pour accéder à la pleine citoyenneté. Concernant La Réunion, plus précisément, comment ce travail se déroule? Alors, le travail a été réalisé par notamment Sudel Fuma, qui avait établi une liste. Il a été établi aussi par des généalogistes, un anthropologue, donc je pense Gilles Gérard, le couple Nouriga, donc les archives également
ont participé à ce travail. Donc, c'est un travail de collecte dans les archives qui a été compliqué par le fait que les registres, pour certaines communes, manquent. Il a fallu les reconstituer à partir des actes de décès, à partir des mariages. Mais on arrive à peu près à reconstituer l'ensemble des noms qui ont été attribués au moment de l'abolition. Enfin, en tout cas, on arrive à reconstituer tous les noms qui sont encore portés aujourd'hui. Quelle est la prochaine étape de votre travail ? La prochaine étape, c'est l'édification de ce mémorial. Donc, pour le moment, nous sommes dans un travail d'analyse des listes, de compilation des listes, et puis aussi de voir avec les uns et les autres, parce que dans chaque département d'outre-mer, ce sont des associations ou des groupes de chercheurs qui ont réalisé ces listes, donc de voir, de les coordonner de manière à ce qu'on ait la mise à disposition de la liste la plus complète, la plus exhaustive, pour qu'elle soit inscrite dans ce mémorial en hommage aux esclaves. Quelle est la date butoir? À quel moment cet édifice sera inauguré? Alors, on espère que ce sera fait d'ici avant l'élection présidentielle de 2022. À La Réunion, il y a déjà un lieu Alors, ce sera au Jardin des Tuileries. Après, effectivement, il pourrait être très intéressant que La Réunion ou des communes de La Réunion le fassent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà une réalisation, par exemple aux Abîmes, qui est une commune de Guadeloupe, où tous les noms d'esclaves ont été inscrits sur une immense stèle. Il y a un projet en Martinique, à Saint-Pierre, donc au niveau de la cathédrale. On sait qu'il y a d'autres communes qui sont vraiment très intéressées par cette inscription des noms qui permet, en partant d'un nom porté par un esclave, je peux prendre mon exemple, Régent, on parvient finalement à faire l'histoire d'une famille et puis à retracer finalement l'histoire plus générale de l'esclavage. À La Réunion, s'il y a des communes qui sont intéressées pour faire une stèle pour inscrire le nom des esclaves de La Réunion, comment ils doivent faire pour vous contacter? Je pense qu'il faut qu'ils prennent contact avec les personnes qui sont dépositaires de ces listes. Ça semble tout à fait envisageable. Voilà. Comment, aujourd'hui, il fait un bon graton comme dans le temps longtemps? Pour faire un bon graton, on prend la peau, on fait cuire dans l'huile pendant un certain nombre de temps. Après, il faut faire sec un peu la peau, mais pas trop quand même, il faut encore un peu d'eau dedans. Il faut qu'on retire, on refait chauffer l'huile, il faut qu'on remette la peau, c'est là qu'il pète. Et s'il n'a point comme ça, s'il manque un peu d'eau, il va péter, mais il ne sera pas... Ce sera trop sec? Trop sec, il ne sera pas joli aussi. Et bonne rayonnée aujourd'hui, comment doit dire notre graton? Comme avant? Oui, toujours pareil. Et en tout cas, il ne change pas la méthode, la tradition reste la tradition. Oui, il reste toujours la tradition, pareil.
comment procède-t-on pour que le saucisse soit bien assaisonné? On sert déjà on hache la viande. Après, on assaisonne avec le sel, poivre, muscade, girofle, le thym, l'ail, gingembre, un petit peu d'anisette. On mélange, on passe à la machine. Ensuite, on remélange bien pour que les épices soient bien éparpillées. On embosse le saucisse et voilà, on presse. C'est quoi un saucisse au goût dans le temps longtemps pour vous aujourd'hui? C'est quoi? C'est quoi pour vous un saucisse comme dans le temps longtemps? Comme on l'a mangé quand t'es petit? Ouais, un saucisse de temps en temps, moi c'est un saucisse bien assaisonné, même bien qu'on a bien épicé. Oui. Pas pareil, ils ressortent plus. Et il veut plus poivre, il veut plus piment, il veut plus thym, il veut plus quoi dans une saucisse? Ben, ça dépend des personnes. Des fois, on a des commandes sans poivre, sans girofle, un peu moins de sel. Enfin voilà, ça dépend des goûts en fait. Et aujourd'hui, le saucisse donne autant de succès qu'avant? Oui, toujours pareil, jamais changé. La recette, ça ne s'est jamais changé, toujours le même.